Good Morning Business, le grand entretien. Avec de l'actualité média aujourd'hui. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, président cofondateur du cabinet NPA Conseil. On peut commencer avec Canal+, peut-être. Canal+, donc son propriétaire Vivendi qui a annoncé hier vouloir la coter à la bourse de Londres, promettant néanmoins de maintenir le siège social en France, ainsi que les centres de décision, avec des conseils d'administration et des COMEX qui continueront à se tenir à Paris. Le patron Maxime Saada qui restera aussi domicilié. Des précisions faites par Vivendi pour rassurer, on le comprend bien, éviter la polémique qu'a connue peut-être Total Energy au moment où son PDG Patrick Pouyanné a annoncé vouloir coter à New York. On voit que là, la com, elle est quand même bien travaillée. Elle est travaillée, c'est normal, c'est un projet qui a démarré en décembre dernier, qui au mieux atterrira en décembre 24, donc un an pour travailler un projet comme ça, c'est pas étonnant compte tenu de ce que ça représente comme ampleur. Sur les objectifs, il y a l'aspect des codes de holding, j'y reviens pas, je pense que vous l'avez largement commenté avec des spécialistes mieux à même que moi. Il y a un sujet d'industrie sur lesquels les filiales de Vivendi sont positionnées, Havas, Canal+, en particulier, c'est des métiers qui bougent énormément, donc dans lesquels il y a à la fois besoin de nouer à peu près, enfin une fois par jour peut-être pas, mais en tout cas souvent des alliances. Dans les 18 derniers mois, Canal a pris une participation majoritaire dans Viewed, un acteur de la télé payante en Asie, est rentré maintenant le premier actionnaire de Viaplay, un des premiers groupes de télévision payante en Scandinavie, est en passe maintenant de racheter MultiChoice, c'est là pour le coup, c'est le géant de la pay TV en Afrique du Sud. Le fait d'être coté, ça a deux vertus. D'une part, il y a un apport de cash au moment de l'introduction, ça sert à financer des opérations. Et potentiellement, ça donne aussi plus de souplesse pour faire des opérations par échange de papier, donc des alliances, pas forcément des rachats de plein exercice. Donc ça, c'est les vertus. Comme vous l'avez dit, il y a potentiellement des inquiétudes, en tout cas des interrogations. Sur l'aspect fiscal, j'ai l'impression que le sujet a été traité. Ouais, Bercy n'a pas dit stop en tout cas. Absolument. Il y aura ensuite des questions d'engagement et de réglementation audiovisuelle, que ce soit sur la diffusion, que ce soit sur la production. L'accord avec les professions du cinéma, Canal met à peu près 200 millions dans le cinéma français par an, mais a proposé, et encore la semaine dernière via Maxime Saada pendant les auditions TNT, de le renouveler. Enfin, Canal multiplie les signes effectivement pour dire ok, on est coté à Londres, ça va nous donner des souplesses. En même temps, on n'oublie pas d'où on vient et on est prêt à poursuivre et à jouer toujours les mêmes règles du jeu. Continuer à payer ses impôts en France et à financer le 7e art en gros. C'est ça, la production audiovisuelle aussi, et à faire en sorte que sur les antennes de Canal s'appliquent les règles d'exposition de la création française, de la création européenne. Enfin, en gros, que Canal ne devienne pas un acteur global complètement désincarné ou délocalisé, mais reste quelque part une sorte de porte-drapeau français. Philippe Bailly, vous l'évoquez, on comprend bien, en réalité c'est le groupe sud-africain dont elle se rapproche, MultiChoice, qui semble pousser à cette délocalisation outre-Manche. C'est pour ça que Canal regarde la bourse de Londres. En tout cas, dans les discussions sur le rachat de MultiChoice, Canal a aussi expliqué d'ailleurs que c'était un des aspects de la négo, qu'il pourrait y avoir une deuxième cotation aussi à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, si l'opération se faisait. En tout cas, le rachat de MultiChoice, s'il aboutit, et aujourd'hui Canal a déjà plus de 45% du capital, le management, enfin le board de MultiChoice approuve l'opération. Enfin, c'est bien parti. Voilà, les feux sont plutôt au vert. Ça veut dire que du jour au lendemain, Canal MultiChoice va devenir, mais alors de très très loin, le premier acteur de la télé payante en Afrique, à peu près 30 millions d'abonnés à eux deux, quand le deuxième, qui est le chinois StarTimes, en aligne entre 7 et 8, donc leadership incontesté, et avec une complémentarité qui est formidable. C'est-à-dire que Canal était déjà fort en Afrique, mais en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, et MultiChoice dans tous les territoires anglophones. C'est, je dirais, presque un cas d'école du rapprochement qui fait totalement sens en termes de synergie, parce qu'il y a à peu près zéro overlap. Je crois que c'est en Éthiopie à peu près le seul
le seul marché sur lequel ils sont présents tous les deux. Et MultiChoice, plus Vue, donc que j'ai évoqué, plus Viaplay, plus Canal, ça fait pas loin de 70 millions d'abonnés demain potentiellement pour ce groupe une fois qu'il sera consolidé, c'est-à-dire autant que Paramount, un des studios américains. Donc il y a un enjeu de leadership mondial qui est extrêmement fort. Philippe Bailly, l'actualité média, c'est aussi ces jours-ci que l'Arcom doit trancher sur le renouvellement et l'attribution des fréquences TNT. 24 candidatures en lice. Est-ce qu'on doit s'attendre à un bouleversement ? Je pense pas qu'il y aura de bouleversement. À mon avis, il faut plutôt s'attendre à des potentiels ajustements. Pourquoi pas de bouleversement ? Parce que la TNT, c'est d'abord des habitudes pour le public, enfin c'est une offre à laquelle il est habitué, des repères, etc. Et qu'à un moment l'Arcom va pas arriver et donner un grand coup de pied dans la fourmilière et tout modifier, ce qui serait évidemment dangereux aussi d'un point de vue de l'économie des chaînes. Beaucoup ont mis des années et des années avant d'atteindre la profitabilité. Mais ce qu'on voit dans les appels à candidature, c'est d'abord, enfin, la TNT, ça séduit toujours. La garantie de parler à une petite vingtaine de % de Français qui n'ont encore accès que à la TNT pour regarder la télévision. Le fait d'être garanti d'une place un peu avantageuse dans les plans de service demain sur les téléviseurs connectés, donc d'être visible, d'être repérable. Tout ça, ça maintient son attractivité à la TNT. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de C8, on le redit, un record de 7,5 millions d'euros d'amende si on les cumule. C8 qui s'est engagé à diffuser l'émission avec un différé de 45 minutes, jusqu'à 45 minutes. Est-ce que ce sera par exemple suffisant pour rassurer ? Très honnêtement, je ne lis pas dans le marc de café. D'autant moins que il y a 9 membres à Arcom, donc chacun va venir avec sa conscience, sa réflexion, et puis ensemble ils vont forger quelque chose de non, mais je vous dis ça parce qu'on parle de C8, on parle d'énergie 12 aussi. Au-delà de ça, les autres chaînes, bon après, enfin il n'y a pas de suspense. Il y a un élément peut-être d'incertitude, et là qui est pas fléché sur un projet en particulier, mais qui est plus global. Il reste, à part Canal, il reste 2 chaînes de la TNT payantes. Planète Plus, une chaîne de Canal, et Paris Première. La question, c'est est-ce que la TNT payante, c'est encore un mode de distribution vraiment adapté? Est-ce qu'il faut éventuellement, du coup, est-ce qu'il y a là un sas un peu de souplesse pour accueillir de nouveaux projets, tout en ayant un œil aussi sur le potentiel du marché publicitaire? La pub, c'est pas extensible à merci. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire rentrer des acteurs qui pomperait entre guillemets trop de ressources et qui déséquilibrerait le marché. Très honnêtement, vous avez dit à la fin du mois, ce que je pense que l'Arcom se réunit le mercredi, donc ça sera a priori soit demain, et a priori avant les JO, donc peut-être plutôt demain. Ça pourrait être rapide. Je pense qu'ils ont tous fait des provisions de Doliprane parce que y a de quoi. Bon, oui, c'est vrai. Vous disiez, il y a aussi beaucoup de nouvelles candidatures. Il n'y aura pas la place pour tout le monde, mais il y a quand même la créativité. On a Ouest France, on a l'Express. Il y a beaucoup de choses. Oui, et c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de voir effectivement des acteurs de la presse, l'Express, Ouest France, vous l'avez cité. Il y a CMI Média, donc les Télé 7 jours, etc., qui veulent prendre place. Ça veut dire d'abord que quand on est acteur de la presse aujourd'hui, avoir une passerelle et une existence forte dans l'audiovisuel, dans la vidéo, c'est important. Et puis ça veut dire encore une fois que la TNT, enfin, il y a 10 ans, Netflix, ça fera 10 ans le 15 septembre qu'ils sont en France, et un peu avant leur arrivée, Reed Hastings avait dit je sais pas s'il avait dit dans 10 ans, mais en tout cas bientôt la télévision sera morte. Oui, vraiment, il faut éviter ce genre de prédiction. Un média chasse pas l'autre, et même on est plutôt aujourd'hui apparemment dans un mode où on dit il y a complémentarité entre le linéaire et le à la demande, le streaming ne chasse pas le broadcast, etc. On le voit bien. Un mot pour terminer, il nous reste 1 minute sur la Ligue de foot professionnelle et les clubs de Ligue 1. Ils ont décidé de vendre à DAZN et beIN Sport les droits de diffusion du championnat de France. Jusqu'à maintenant, c'est toujours le grand flou quand même sur les modalités. On parle d'un abonnement à 49 € par mois pour suivre la totalité des matchs sans plus de précision, alors que la Ligue 1 commence dans 4 semaines. C'est le grand flou dans la tarification, c'est le grand flou dans la distribution.
c'est le grand flou aussi sur le potentiel. Avec mon cabinet, on a fait pendant les 3 ans où Amazon exploitait le Pass Ligue 1, on a un baromètre dans lequel une des questions était combien de Français sont abonnés au Pass Ligue 1. Ça coûtait Pass Ligue 1 plus abonnement à Amazon Prime pour pouvoir y accéder, ça coûtait 22 €. On n'a jamais trouvé, et c'était vraiment invariable, plus de 1,8 million de Français abonnés au Pass Ligue 1. Donc là, à 49 €, je vous laisse imaginer ce que le potentiel de cette offre. Oui, ça va être compliqué. Bon, on suivra ça. Merci beaucoup, Philippe Bailly, président cofondateur de NPA Conseil.